Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Sur le podcast, on va parler du sommeil aujourd'hui sous forme de questions-réponses. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait de questions-réponses. J'ai finalement cumulé pas mal de questions et il me tardait de pouvoir vous donner des réponses, en tout cas des premières réponses, des pistes à explorer. Vous le savez, je le répète à chaque question-réponse, mais bien évidemment que les éléments que je vous donne ne peuvent pas être des conseils complètement exhaustifs. Je n'en sais pas assez sur les situations de chacune d'entre vous qui me contactez. Je prends les mails ou les quelques messages que vous m'envoyez pour simplement extraire les choses qui me paraissent essentielles, qui me permettent de rebondir sur des points très importants et qui peuvent servir à tout le monde. Donc c'est à prendre en fonction de vos filtres à chacun, voir ce qui peut vous convenir, voir ce qui correspond à votre réalité et puis de faire vôtre tous ces éléments de réponse. Avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast, vous pouvez vraiment soutenir mon travail. Vous savez que vous pouvez le noter, le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes par exemple, ou alors sur les plateformes d'écoute sur lesquelles vous êtes. Vous pouvez aussi vous inscrire sur YouTube, puisque je multidiffuse, je suis sur plusieurs canaux et dont YouTube. Alors ça ne veut pas dire que ce sera en vidéo, ça reste de l'audio, mais ça vous permet peut-être de m'écouter dans d'autres circonstances et puis avec peut-être d'autres facilités. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi le partager. Le podcast, n'hésitez pas, si vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent être intéressées par telle ou telle thématique. Souvent, on partage simplement le titre, on dit « Ah tiens, tu peux écouter ci, écouter ça », mais les gens ne font pas forcément l'effort d'aller rechercher. Et or, on peut directement partager les épisodes. Et ça fait vraiment la différence. Ça permet au podcast d'être plus vu, d'être le mieux référencé possible, tout simplement, et du coup d'avoir encore plus de poids, même par rapport aux interviews que je peux mener et aux invités que je peux recevoir. Ça donne beaucoup plus de poids au podcast et ça permet de diffuser ce message qui me semble être vraiment très important. Ce message qui est que oui, c'est possible de sortir des troubles du sommeil et c'est possible de le faire de façon naturelle. C'est vraiment autour de cette idée que j'anime ce podcast. C'est pas qu'une idée d'ailleurs, c'est autour de cette expérimentation et c'est autour de l'expérience que je peux avoir de mon quotidien en tant que consultant de sommeil aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a eu pas mal d'évolutions par rapport au démarrage de ce podcast où finalement je vous parlais de ma propre expérience uniquement. Aujourd'hui, j'accompagne des dizaines et des dizaines de personnes chaque mois en consultation ou en accompagnement et c'est sûr que ça permet vraiment de venir poser des choses, de voir les problématiques que vous rencontrez et de venir voir ce qui va vous aider. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce que je partage dans le podcast, qui est partagé aussi bien sûr par l'ensemble des invités que je reçois, représente vraiment une ressource importante dans le chemin qui est le vôtre. En tout cas, je l'espère et je le construis dans ce sens bien sûr. Je vous propose aussi 2 choses sur le podcast, pour vous qui peut-être me découvrez depuis peu de temps. Ça peut être intéressant de le préciser. Je vous propose un premier guide. Un guide pour gérer le mieux possible les cogitations, les ruminations, toute cette activité mentale. C'est quelque chose que j'ai souhaité vraiment pratico-pratique, qui permet simplement d'appliquer, d'avoir une boîte à outils, d'appliquer certains exercices, de le faire de façon régulière, de venir se poser aussi les bonnes questions, de venir allouer un certain temps pour ça, et pouvoir se sentir plus serein, d'avoir moins cette frénésie intérieure. Vous retrouvez bien sûr le lien en description de chaque épisode. Et de façon un peu plus récente, là sur le début d'année 2023, je vous ai proposé de vous procurer mon journal sommeil. Le journal sommeil, alors version 10 par rapport à celui que j'ai utilisé moi pour sortir de l'insomnie. Le journal sommeil qui vous permet de certes faire un état de lieu de ce qui se passe pour vous, mais c'est vraiment pas la partie la plus intéressante. Le plus intéressant, c'est justement principalement de pouvoir vous projeter, de pouvoir mettre en place des choses, voir ce qui vous correspond, et puis de pouvoir suivre les évolutions et de vous motiver par rapport à ce que vous faites, parce que c'est pas évident de changer ses habitudes et j'en ai vraiment bien conscience.
Ce journal sommeil, c'est pareil, vous pouvez retrouver le lien dans la description du podcast. Les deux sont bien sûr très complémentaires. Et puis tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien sera en référence à ce journal sommeil. Et puis probablement aussi en lien avec le guide des ruminations et des cogitations nocturnes. Donc l'idée, c'est bien évidemment de pouvoir trouver un cadre, d'avoir des points de repère pour avancer, pour se sentir bien, et puis sortir de ces troubles du sommeil pour retrouver de la vitalité, puisque vraiment on fonctionne à 10, à 20 ou à 30% de ce qu'on pourrait lorsqu'on souffre de troubles du sommeil, et bien sûr c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Alors, après cette introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec plusieurs questions sur plein de thématiques différentes, et c'est ça que j'adore dans les questions-réponses. Et justement, la première question que je vais aborder, elle fait le lien avec ce que je viens de vous dire et notamment le journal sommeil. Alors là, j'ai une personne qui me dit je souhaite me procurer le journal sommeil ou créer le mien, je ne sais pas encore, mais j'ai peur que ce soit stressant pour moi de devoir le remplir tous les jours et que ça m'oppresse. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour tout le monde ? Alors j'ai pris cette question parce que c'est pas la première fois qu'elle m'est posée, donc à chaque fois je répondais de façon individuelle ce que je m'apprête à vous dire, mais là je pense que ça va servir à tout le monde. Alors je vais revenir rapidement sur l'objectif de ce journal sommeil. C'est vraiment de pouvoir suivre ce qui se passe pour vous, c'est de vous accompagner dans votre démarche. Ce n'est pas une fin en soi. Le journal sommeil, c'est pas un sédatif, c'est pas parce que vous téléchargez ça que pouf, dans la foulée, vous allez dormir. On est bien d'accord. Et oui, effectivement, le fait de compléter quotidiennement des éléments, surtout que je l'ai pensé assez complet, oui, ça prend un certain temps. Maintenant, deux choses. La première, c'est que l'idée n'est pas de remplir ce journal sommeil pendant des mois et des années. C'est de pouvoir le compléter sur quelques semaines, de pouvoir en tirer les informations et les conclusions qui s'imposent avec les connaissances que vous avez acquises et ce que vous voyez. Et ensuite, on le laisse de côté. C'est juste un outil pour impulser des choses. Peut-être qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, ce sera bon, ce sera ok pour vous. Il n'y a pas besoin de se casser plus la tête que ça. Le deuxième point, c'est que s'il est trop chargé, s'il y a trop de choses, vous pouvez bien évidemment supprimer certaines lignes. Vous pouvez l'adapter, l'ajuster en fonction de vous, de votre réalité. Maintenant, bien sûr que je vous mets en garde contre le fait de trop en enlever, parce que si vous enlevez des éléments qui peuvent être essentiels, vous risquez de passer à côté de certaines informations. Donc, attention à ce juste milieu. Je pense par exemple à l'alcool ou à la cigarette. On peut très bien se dire, moi, l'alcool, je bois par exemple juste un apéro 1 fois par semaine, ça veut pas dire grand-chose pour moi. Ok, mais par contre, l'alcool va avoir des répercussions sur le sommeil, dans tous les cas. Donc ça peut être intéressant de le garder, simplement pour pouvoir constater que, ok, c'était moins confortable ce jour-là, mais je sais pourquoi. Ça veut dire que je ne me tracasse pas pour d'autres paramètres. Je sais que ça, c'est venu influer. Et j'en tiens compte, j'accepte parce que j'ai pas choisi mon sommeil ce jour-là et c'est ok. Et je repars sur une nouvelle journée. Donc, simplement attention à ne pas aller trop vite dans ce que vous pouvez retirer. Et puis, quand on change des choses, qu'on met en place de nouveaux éléments, de nouvelles choses dans sa vie, oui, c'est vrai que ça peut être un tout petit peu plus chargé sur le moment, mais comme on sait que ça va pas durer longtemps, je pense qu'il y a une partie aussi à simplement accepter, à se dire bon, peut-être que je serai un peu moins, peut-être 10 minutes de moins sur les réseaux et que je vais prendre 10 minutes pour compléter mon journal sommeil, parce que c'est l'espace de quelques semaines et que ça va m'apporter quelque chose. Voilà pour ce point qui effectivement était important à préciser. Ensuite, une autre question sur les produits naturels efficaces qui aident à dormir. Donc là, c'est Marie-Josée qui m'écrivait, je sais plus si j'ai dit, c'était Estelle, la question d'avant. Oui, c'est ça, Estelle, pour la question précédente. Et là, c'est Marie-Josée qui me dit « J'aimerais savoir s'il existe des produits naturels efficaces qui aident vraiment à bien dormir. Je suis une femme qui se soucie beaucoup de sa santé, je suis très active. Je fais de la course en sentier 5 fois par semaine. Aussi, je crois avoir une bonne alimentation, beaucoup de légumes, un peu de protéines, peu de glucides. Je suis âgée de 52 ans, donc en préménopause. Depuis 1 an, je me réveille plus fréquemment la nuit. Mon sommeil est moins réparateur.
J'aimerais donc savoir si vous avez essayé des produits naturels. Si oui, quels sont-ils et est-ce que cela aide vraiment? J'en ai essayé quelques-uns, mais malheureusement, il n'y avait aucun effet sur moi. Valériane, passiflore, mélatonine. Merci. Alors, Marie-Josée, là, ce que vous me partagez, ça me fait vraiment penser à autre chose que du stress. Ça me fait vraiment penser à tout cet équilibre hormonal qu'on doit avoir en tant que femme entre progestérone et oestrogène. Alors je dis en tant que femme parce que c'est surtout vraiment beaucoup plus flagrant, ça se manifeste beaucoup plus chez les femmes et notamment en période de préménopause, mais bien sûr que chez les hommes aussi il peut y avoir des déséquilibres hormonaux. Disons que là au niveau de la préménopause, puis ensuite lors de la ménopause, il y a vraiment ce ratio entre progestérone et oestrogène qui dégringole. C'est très compliqué de maintenir des taux de progestérone aussi importants. Et donc, il faut se poser la question du relais des glandes surrénales. Quand on est en préménopause et en ménopause, au niveau des ovaires, il n'y a pas de production hormonale comme il y avait avant. Et donc, ce sont principalement les glandes surrénales qui vont venir compenser parce qu'on produit au niveau des glandes surrénales les mêmes hormones que au niveau des ovaires et en plus d'autres hormones bien évidemment en plus, mais en moins grande quantité pour les hormones sexuelles et donc ça vient simplement compléter, ça vient prendre le relais lorsqu'on est en période de préménopause et de ménopause. Si les glandes surrénales sont un petit peu soit un peu, je vais pas dire KO, mais un peu fatigué, ou si on est un peu trop stressé dans le quotidien, on va produire un peu trop de cortisol, ou s'il y a d'autres équilibres qui sont mis à mal, on produit un peu trop d'aldostérone, un peu trop de testostérone, on produit un peu trop d'autres choses en fait, et bien peut-être qu'il ne reste pas assez finalement de ressources, de précurseurs, pour produire assez de progestérone. Ou alors, si justement on a une production ou un taux d'œstrogène qui est trop important, eh bien on peut se retrouver avec des difficultés à ce niveau-là. Alors moi je suis pas experte de tout ce qui se passe au niveau de la ménopause, mais certains médecins ou certains naturopathes ou thérapeutes vont pouvoir vraiment vous accompagner de façon encore plus précise que là, ce que j'ai pu vous dire, bien sûr. Et moi, j'irai plutôt là, j'irai plutôt vers ça. J'irai vraiment sur beaucoup d'acides gras. Là, par exemple, vous n'en parlez pas. Dans l'alimentation, vous mettez légumes, peu de protéines, peu de glucides, mais pas forcément des acides gras. On a vraiment besoin de beaucoup d'acides gras. On ne se rend pas compte à quel point on en mange trop peu dans notre alimentation. C'est vrai que le gras a été particulièrement diabolisé sur les 50-70 dernières années, au profit des glucides de toutes sortes, notamment les céréales. Mais c'est au détriment de notre santé et du bon fonctionnement de notre système hormonal notamment. Donc parfois rajouter simplement des acides gras sous toutes ces formes, d'origine végétale, d'origine animale, et les différents oméga 3, oméga 6, oméga 9, etc. Ça permet souvent d'aider cette fonction surrénalienne. Donc moi j'irai déjà un peu plus là-dessus. Et puis après, de faire peut-être un bilan sanguin pour venir regarder s'il n'y a pas des écarts ou des choses qui seraient vraiment très, très visibles. Et dans tous les cas, vos symptômes sont importants à prendre en compte, à savoir là bien sûr le sommeil. Parce que là par exemple quand vous parlez valériane, passiflore, mélatonine, mélatonine on est sur le rythme circadien, valériane, passiflore on est plutôt sur l'apaisement, mais si le souci il est plutôt hormonal, si le déséquilibre est à un autre endroit, c'est normal que ça n'ait pas d'effet. Il faut vraiment considérer les choses, tous les piliers en fait. Et puis après, si vous là vous dites que vous vous souciez beaucoup de votre santé, ce qui bien évidemment est un point ultra positif parce que ça veut dire que vous allez vraiment être à l'écoute de votre corps, eh bien ça pourrait être intéressant de regarder les éléments qui ne sont pas de votre ressort. Par exemple dans l'environnement, si par exemple on peut faire extrêmement attention à sa santé mais être dans un environnement, dans une ville par exemple très polluée, ça peut être l'environnement électromagnétique, les champs électromagnétiques. Si on vit dans un immeuble, ça peut être aussi le stress sous différentes formes, au niveau des relations sociales par exemple, etc. Donc il y a peut-être d'autres paramètres à prendre en compte que là je n'ai pas dans cet email. Voilà, j'espère Marie-Josée que ça vous aura aidé.
Alors là, j'ai un autre email de Renaud. Le mail est un petit peu plus long, donc je vais pas vous le lire en entier. Mais là, l'élément qui ressort sur lequel je souhaitais rebondir, c'est principalement par rapport aux réveils nocturnes. Les réveils nocturnes qui sont toujours présents vers 4 heures du matin, avec une possibilité de se rendormir vers 5-6 heures du matin, mais du coup un réveil qui sonne à 6h30, donc forcément, ça permet pas de récupérer sur le matin. Et donc du coup, Renaud, vous me dites depuis toutes ces années, je n'arrive pas à expliquer ces réveils à 4 heures du matin et le fait de ne pas réussir à me rendormir. Je vous écris donc pour savoir ce que mon cas vous inspire. Bah oui, ça m'inspire beaucoup de choses pour avoir tellement vécu cette situation-là, je ne peux que comprendre. Alors après, c'est pas parce que moi je l'ai vécu que les raisons qui étaient les miennes seront forcément les vôtres, donc je vais essayer d'en citer plusieurs. Les réveils à 4 heures du matin, si par exemple vous allez chercher du côté de la médecine chinoise, vous allez voir que ça peut correspondre à tel ou tel organe, peut-être le foie, 3-4 heures du matin. Donc si ça, ce genre d'approche vous parle, vous pouvez explorer tout ce qui va être acupuncture, tout ce qui va être peut-être réflexologie plantaire ou différentes sortes de réflexologie. Là, je vous ai enregistré un épisode avec Julien Lepage, qui est naturopathe réflexologue plantaire. Du coup là je sais pas si quand je vais publier cet épisode je l'aurai diffusé juste avant ou si je le diffuse juste après, donc restez vigilant par rapport à cette diffusion si ça vous intéresse, mais en tout cas effectivement on peut venir travailler sur certaines zones du corps en fonction de l'horaire du réveil. Vous pouvez aussi aller voir au niveau du système digestif de façon plus globale. Est-ce que vous ne souffrez pas d'hypersensibilité alimentaire? Vous savez que j'ai fait plusieurs épisodes de podcast sur le sujet. C'est vraiment typiquement quelque chose qu'on peut observer. Si il y a vraiment des grosses difficultés au niveau du système digestif la nuit, ça vient créer des réveils. En fait, il faut vraiment imaginer que votre sommeil, il n'est pas du tout linéaire la nuit. On a vraiment des phases avec différentes phases, on a différents cycles avec différentes phases de sommeil, le sommeil lent léger, lent profond, le sommeil paradoxal. Quand on a terminé un cycle, il y a un micro-réveil qui est tout à fait naturel, qui passe complètement inaperçu, on ne s'en rappelle pas, il va durer quelques secondes, quelques minutes, et on se rendort. En fait, on rebascule dans un autre cycle. Mais lors de ces micro-réveils, si quelque chose vient déranger notre corps, ça peut être de l'extérieur, un bruit, une odeur, de la lumière, mais ça peut être quelque chose de l'intérieur, quelque chose dans notre corps qui fait qu'on n'arrive pas, tout simplement, notre corps, notre cerveau reste en éveil, donc ça se transforme en vrai réveil, et il ne peut pas réinduire le sommeil, donc repartir vers un cycle, parce que là, il y a une hyperactivité, une hypervigilance. Et ça peut être induit par le système digestif, ça peut être induit par des douleurs, par un taux de cortisol qui soit vraiment trop important. Et souvent, ça vient durer un cycle environ. Donc ça veut dire un réveil vers 4 heures du matin, mais on va pouvoir se rendormir vers 5h30, entre 5h30 et 6h. Donc ce qui correspond vraiment à, je vais dire peut-être 60-70% des réveils nocturnes que moi je constate avec les personnes que j'accompagne. C'est vraiment toujours à cet horaire-là qu'il y a une difficulté. Donc ça peut venir du système digestif. À explorer. Faire les tests d'hypersensibilité alimentaire, je pourrais remettre le lien en description du podcast, puisque vous savez, grâce à ImmuPro, au podcast qu'on avait fait ensemble, ils ont souhaité pour la communauté du podcast, pour vous, faire 17% de réduction, ce qui est franchement énorme en termes de réduction. Alors bien sûr que le tarif aussi est important, mais c'est quelque chose que vous faites une fois. Vous avez les informations et ça vous permet d'ajuster vos choix dans le quotidien. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément la seule piste à explorer. On peut aussi se poser la question de ce qui se passe au niveau hormonal, au niveau équilibre hormonal, un petit peu ce que je viens de dire par rapport à la question précédente. Est-ce que les glandes surrénales, la thyroïde, fonctionnent bien? On sait qu'ils fonctionnent de pair, ils fonctionnent ensemble. Si l'une va un peu moins bien, l'autre, par ricochet, va devoir compenser. Quelle est la porte d'entrée? Est-ce que c'est plutôt la thyroïde qui est peut-être un peu raplapla? Est-ce que ce sont plutôt les glandes surrénales qui vont manquer par exemple de cholestérol pour pouvoir produire toutes les hormones, ce qui n'est pas non plus impossible?
Et puis après, on peut remonter s'il n'y a pas assez de cholestérol. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas assez dans l'alimentation? Sachant que la plupart du cholestérol, la majorité du cholestérol est produite par le foie. Est-ce que le foie va venir produire assez de cholestérol? Sinon, pourquoi? Quelle est la santé du foie aujourd'hui? Etc. En fait, on peut venir remonter un peu plus loin, mais bien sûr que ça vient tourner autour de nos grands systèmes, c'est évident, autour du système digestif, autour du système hormonal. Et puis parfois en réajustant certaines choses au niveau de l'alimentation, en réajustant, peut-être en prenant des compléments alimentaires pour la thyroïde, pour que la thyroïde puisse fonctionner correctement, eh bien on se retrouve avec un équilibre beaucoup plus complet et les réveils à 4 heures du matin disparaissent. Ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. On peut avoir une insuffisance au niveau de la fonction thyroïdienne sans être en hypothyroïdie diagnostiquée par le médecin, c'est-à-dire, on va dire, en dehors des normes labo, ni être en maladie d'Hashimoto, en maladie auto-immune, et pour autant avoir besoin de, à un moment donné, en béquille, sur une certaine période de compléments alimentaires, soit sur les cofacteurs de la thyroïde, soit directement sur la thyroïde. Et quand on vient jouer là-dessus, alors jouer entre guillemets, mais quand on vient agir là-dessus, les réveils disparaissent. Ou les troubles à l'endormissement disparaissent. Donc ça vaut le coup d'explorer. Alors moi, je suis pas une grande fanat des prises de sang à tout bout de champ. Je pense vraiment que la prise de sang, c'est quelque chose qui ne peut pas refléter exactement ce qui se passe dans notre corps, parce que notre corps il est en mouvement permanent, il y a énormément de choses qui sont produites de façon cyclique, entre si la prise de sang est faite le matin, à midi, l'après-midi, le soir en fonction de ce qu'on a mangé, la veille, l'avant-veille, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Je trouve que ce serait dommage de ne se fier que à une prise de sang, mais parfois certains éléments qui ressortent, qui sont assez marqués dans les prises de sang, permettent de compléter ce qu'on ressent au niveau clinique, donc vraiment au niveau de ce qu'on expérimente, de ce qu'on vit. Donc là, par exemple, les réveils à 4 heures du matin. Et puis, du coup, d'affiner ce qu'on va faire. Ça permet de ne pas dépenser son énergie à droite et à gauche, de venir cibler certaines choses, d'avoir des résultats du coup qui vont arriver un peu plus rapidement, permettre de retrouver plus d'énergie pour ensuite enclencher d'autres choses. Donc c'est jamais une fin en soi, mais ça peut aider. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je perçois les choses. C'est ce que je constate qui fonctionne le mieux, à la lumière de mon expérience et de ce que je vois chez les personnes que j'accompagne. Donc après, le fait de pas se rendormir, c'est simplement parce que du coup, il y a un cycle il y a 90 minutes, le temps d'un cycle de sommeil qui passe à la trappe à ce moment-là. Et puis, le corps va vers 5h30, 6h, essayer de repartir vers un cycle, et s'il y a moins d'agitation dans le corps à ce moment-là, que la température peut redescendre, je vous invite, si cette histoire de température vous intéresse, à réécouter ou à écouter en première écoute le podcast que j'ai fait avec Pierre Etchart, qui parle beaucoup de la température et justement de la possibilité du corps à baisser sa température. Il faut que le métabolisme puisse baisser pour que le sommeil puisse venir. Quand ça, c'est pas possible, le corps reste éveillé. N'oubliez pas que le sommeil, c'est vraiment une fonction de notre organisme, une fonction innée qui doit pouvoir se mettre en place. Les mécanismes sont connus du corps, il perd pas le chemin, il perd pas la carte, il sait comment faire, mais parfois c'est entravé. Il faut venir trouver qu'est-ce qui vient entraver le chemin. Voilà Renaud, j'espère que ça pourra vous aiguiller. Je continue avec un autre email, Alexandra. Bonjour Aurélie, je vous remercie pour toutes les informations que vous transmettez à travers votre podcast. J'en apprends beaucoup à chaque épisode. Je me permets de vous écrire aujourd'hui pour savoir si vous aviez déjà abordé les insomnies associées au cycle prémenstruel chez la femme. En effet, je remarque que mes insomnies sont surtout assez prononcées quelques jours avant mes règles, et cela dure entre 2 ou 3 jours. Savez-vous s'il existe des solutions contre ce problème? Je me demande vraiment si cela est normal. Merci par avance. Eh bien Alexandra, oui. C'est tout à fait normal. Alors du coup, ça reprend encore ce que je disais dans le deuxième email là que je vous ai lu. On est juste avant les règles, on est en phase de chute de progestérone. C'est ça qui vient déclencher les règles en fait. Donc effectivement, il y a beaucoup de variations hormonales tout au long du cycle chez la femme, tout au long du mois. Et puis au niveau des menstruations,
il y a un ratio hormonal qui est différent, qui vient déclencher ça. En fait, il y a différentes phases, vous avez probablement entendu parler de la phase lutéale, etc. Il y a différentes phases. Et donc, quand il y a cette chute de progestérone, on peut s'attendre effectivement à ce que le sommeil soit moins profond, qu'il puisse y avoir des réveils, que le corps soit un petit peu plus agité. Et peut-être que vous le ressentez aussi au niveau de votre mental, de votre morale. Souvent, quand on est en surplus d'œstrogène ou en manque de progestérone, ou les deux, eh bien on peut se retrouver avec des sautes d'humeur, avec comme si on était tout le temps déprimé, ça peut même faire penser à de la dépression. Et quelques jours après, alors même que l'on vit dans la même maison avec les mêmes personnes et qu'on est la même personne, eh bien on se sent beaucoup mieux et on réagit complètement différemment en fonction des éléments, des événements. Eh bien oui, parce que dans notre corps, c'était un peu différent. On est la même personne, mais dans notre corps, ça fluctue. Donc presque on pourrait dire qu'on n'est pas tout à fait la même personne que 3 jours avant. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre en compte cette absence de linéarité. C'est beaucoup plus linéaire chez les hommes que chez les femmes, mais malgré tout, ça bouge quand même tout le temps. Nous ne sommes pas des robots. Donc est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal que ça bouge. Maintenant, si ça devient très impactant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des insomnies complètes, et que ça porte préjudice bien sûr le lendemain, le surlendemain, là c'est peut-être justement qu'il y a un trop gros écart. Donc ça pourrait être intéressant de faire le bilan des acides gras peut-être, de venir regarder si au niveau de toutes les hormones c'est ok. Mais pour ça, il faut vraiment savoir à quel moment du cycle vous le faites. Et puis parfois ça nécessite de faire plusieurs prises de sang, vous pouvez discuter de ça avec un médecin fonctionnel, ou faire vos propres démarches auprès d'un labo. Finalement, vous faites comme vous voulez. En France, on a la possibilité de faire nous-mêmes les démarches auprès des labos. Ça coûte plus cher, mais on peut le faire. Donc après, chacun chemine comme il le souhaite. Et sinon, faire un podcast directement sur le cycle menstruel, oui, j'ai prévu et j'aimerais beaucoup interviewer quelqu'un qui s'y connaîtrait bien mieux que moi. J'ai quelques noms en tête. Je garde ça pour la suite. Ça va arriver sur le podcast. Et je reviens sur quelque chose du mail précédent là que j'ai lu, qui disait du coup je cogite beaucoup par rapport au réveil. Avant de passer à la suite, je fais une petite digression. C'est vraiment important de se dire, est-ce que c'est parce que je cogite que je me réveille ? Ce qui peut être le cas, s'il y a quelque chose de très impactant dans votre vie, une grosse source de stress, quelque chose qui va arriver le lendemain, ça peut vraiment être cette pensée et cette sollicitation mentale qui fait que votre sommeil va finalement être très peu profond et vous allez être dans un état d'hypervigilance qui fait que au moindre micro-réveil, donc entre 2 cycles, vous allez pouvoir vous réveiller et puis cogiter à ce qui vous tracasse le plus. Mais ce que je constate, c'est que c'est pas du tout la majorité des cas. La majorité des cas, c'est le corps, lui, est agité et il se réveille. Et puisqu'on est réveillé, on cogite. C'est vraiment important de voir que ça peut aller dans les deux sens. Et de pas être trop volontariste par rapport à ce que je dois penser, ce que je dois faire, ce que je dois... Ouais, parfois c'est juste que le corps il est réveillé et notre cerveau quand il est éveillé, il a pas grand chose à faire à part penser. C'est son job, penser, se projeter, se rappeler. Il est conçu pour ça et comme ça. Donc parfois il faut simplement accepter qu'on puisse avoir plein de pensées et cogiter dans tous les sens simplement parce qu'on est éveillé. Et justement, ne pas entretenir ça en étant en lutte. C'est vraiment la chose que je vous invite à éviter, d'être en lutte contre vous-même, en lutte contre votre sommeil, mais plutôt à observer. Quand on observe qu'on est dans la curiosité, on peut pas être en parallèle dans la lutte. Donc c'est quelque chose qui nous fait sortir d'une situation qui entretient, qui maintient le trouble du sommeil. Ensuite, là, j'avais un autre mail. Ah oui, ça c'était un mail un petit peu plus ancien, mais j'avais pas fait de questions-réponses depuis. Un mail d'Ève à qui j'ai répondu directement par écrit, mais j'avais envie de vous faire part de la réflexion que ça m'inspire, parce que je pense que vous êtes nombreuses à être concernées par ce type de situation. Ève, on a échangé finalement à quelques reprises par message, par mail, et elle me faisait part que là, sur le début d'année 2023, c'était pas si évident. En tout cas, qu'il y avait 2 semaines, depuis 2 semaines, je ne dors plus du tout, manque d'énergie, flou mental.
Et finalement il y a des hauts, des bas, et que c'est pas si évident à vivre en fait, c'est ce sommeil en dents de scie. Alors je lui réponds quelques mots, et puis en parallèle, Ève me dit, voilà 5 semaines que j'ai accepté de prendre du Donormil, car j'ai une course dans 4 semaines et je voudrais pouvoir la courir. Donc une course, j'imagine, j'interprète ça comme une compétition, ou en tout cas quelque chose qui soit encadré, puisque du coup c'est quelque chose à courir et avec une date bien précise. Et Ève, vous me précisez, je me sens dans les vapes. Je pense, ça n'engage que moi, vous prenez ce que vous voulez, mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment pouvoir se choisir et pas mener tous les combats de front. Le fait de ne pas dormir, on est dans ce constat, ok, là le sommeil, il vient pas. Ça reflète quelque chose. C'est pas l'élément initial, c'est pas l'élément A qui ensuite va induire qu'on est fatigué, etc. Oui, bien sûr qu'il y a une suite au fait de ne pas dormir, mais cet élément de je ne dors pas, il est consécutif à autre chose. Il est consécutif à un manque, un trop peu, un trop plein, à un événement, à un déséquilibre, un ou plusieurs déséquilibres dans le corps, les mécanismes du sommeil qui ne peuvent pas se mettre en place. Ok. Faire en sorte de pouvoir vivre sa vie avec toute l'intensité d'une vie telle qu'on peut les avoir aujourd'hui, qui sont très intenses, très chargées, où on se met beaucoup d'objectifs, où on peut avoir des compétitions sportives en plus du travail, en plus de sa vie de famille, etc. Eh bien, ça peut mener à entretenir ce cercle vicieux. Et quand on prend des médicaments pour pouvoir d'une certaine façon faire fi de ce que le corps nous dit, et pour pouvoir tenir le rythme qu'on s'est imposé à un moment donné, c'est à mon sens entretenir le problème. Si le corps dit stop, je suis trop fatigué, là il n'y a pas de sommeil, pour une raison qui n'a peut-être pas été encore identifiée, je suis crevé, à mon sens, il faut dire stop. Il faut savoir dire non, il faut s'aligner en fait avec ce qui se passe dans notre corps. Savoir repousser des choses qui ne seraient pas essentielles. Bien sûr qu'on va pas pouvoir par exemple repousser son travail, il faut bien qu'on puisse payer son loyer et avoir quelque chose dans son assiette. Donc il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir repousser et donc il va falloir qu'on puisse se renforcer, limiter au maximum les autres dépenses d'énergie pour se concentrer là-dessus en attendant d'avoir résolu son trouble du sommeil. Et sinon pour le reste, je pense qu'il faut laisser de côté. Ça veut pas dire laisser de côté pour toujours, mais ça veut dire que là, pour le moment, je fais le constat que c'est trop compliqué pour mon corps. Je vais me laisser de l'espace, je vais conserver l'énergie, le peu d'énergie que j'ai, pour moi-même, à l'intérieur de moi, et je ferai ma compétition ou mes courses ou tous mes enjeux sociaux, familiaux, etc. plus tard, tant pis. Pour ne pas que ça rajoute une contrainte supplémentaire. Si vous voulez, les ressources qu'on a, déjà, c'est pas évident d'en avoir énormément. Lorsqu'on souffre de troubles du sommeil, tout devient compliqué et on a peu de ressources. Eh bien, ce peu de ressources, on peut l'allouer soit pour l'intérieur de soi, elles vont être orientées à l'intérieur, à se régénérer, à essayer que justement le corps puisse refonctionner le plus sereinement possible, ou ces ressources peuvent être allouées à l'extérieur, à ce qu'on va faire en lien avec notre environnement et toutes les activités qu'on peut faire. Ça, c'est un choix qui doit être fait en conscience. Parfois, on n'a pas le choix. Quand on a le choix, je propose qu'on y réfléchisse à 2 fois. Voilà, j'avais envie de vous partager ça sans jugement aucun, parce que j'ai été dans ce type de situation tellement de fois que je serais vraiment très déplacée de ma part de juger quoi que ce soit, mais c'est justement en lien avec mon expérience et puis de ce que je constate bien sûr aujourd'hui quotidiennement, mais c'est une vérité. Et quand on la fait sienne, quand on prend ça en compte, il y a beaucoup de choses qui vont mieux, tout simplement mieux. J'avais une autre question à laquelle je voulais vraiment répondre, que j'avais notée, que j'avais mise de côté depuis un certain temps, de Pauline. Et Pauline me disait, vous parlez aussi brièvement donc dans un de mes podcasts des médicaments, et
je me demandais pourquoi vous ne les conseilleriez pas à 99%. Donc là, elle reprend ce que je dis. J'ai l'impression que dans mon cas, la myocérine, donc antidépresseur, m'a vraiment beaucoup aidé à lever le frein de la neurotransmission sérotoninergique qui visiblement était défaillant et donc à réguler mon cycle circadien. Je pense que c'était une conjonction, comme je vous l'ai dit, avec un suivi thérapeutique et une pratique régulière de la méditation, mais sans médicaments, je ne pense pas que j'aurais pu retrouver un cercle vertueux. Et j'avais envie de rebondir là-dessus parce que finalement, vous êtes nombreux à utiliser des médicaments parce que c'est ce que les médecins préconisent de façon systématique lorsqu'il y a un trouble du sommeil, en tout cas presque de façon systématique. Et puis à l'échelle nationale, internationale, en France, nous sommes des très gros consommateurs d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères. Donc je sais que parmi vous qui m'écoutez, vous êtes nombreux à en utiliser. J'en ai moi-même beaucoup utilisé par le passé et vous le savez, je m'en suis jamais cachée. Et pour autant, c'est effectivement pas du tout quelque chose que je recommanderais aujourd'hui, même si je ne suis pas médecin, donc dans tous les cas, je ne peux pas en prescrire ou dire à quiconque de ne pas en prendre si la personne souhaite en prendre, c'est bien évident. Mais c'est sûr que dans mon discours, vous n'entendrez pas, si c'est trop difficile, prenez un antidépresseur ou prenez un quelconque médicament pour le sommeil. Parce que je pense déjà qu'il y a des solutions alternatives. Je pense que à partir du moment où on est dans une démarche pour son sommeil, on a plein de choses à mettre en œuvre qui peuvent être aussi efficaces, voire bien plus efficaces que des médicaments. Quand je dis médicaments, ça va vraiment être antidépresseur, anxiolytique ou somnifère. Je constate dans ma pratique que les personnes qui prennent des somnifères ne sont pas aidées par ces mêmes somnifères. Alors bien sûr, il y a un biais, puisque forcément les personnes qui viennent me consulter et qui s'adressent à moi sont dans des troubles du sommeil. Donc je ne vois pas les personnes pour qui ça pourrait fonctionner. Mais par contre, j'ai énormément de témoignages de personnes qui me disent « mais ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans ». J'ai même des personnes dans mon entourage pour qui ça fait depuis toute leur vie qu'ils sont sous médication pour pouvoir dormir. C'est quelque chose, à mon sens, qu'il est préférable d'éviter pour ne pas mettre le pied dans un engrenage et ne pas réussir à ensuite s'en sortir. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est pas tant ce qui se passe sur le moment, c'est le fait que quand on démarre, c'est très compliqué d'en ressortir. Il y a le nombre de personnes qui me témoignent de ça, qui me disent « mais si j'avais su, j'aurais jamais démarré ». Parce qu'aujourd'hui, je suis sur rechute. Et c'est très difficile. C'est très difficile pour le mental. C'est très difficile pour le corps aussi. En fait, c'est pas anodin de prendre des médicaments. Ça ne joue pas que sur ce qu'on souhaite. Ça vient jouer sur l'ensemble du corps. Ce sont des molécules qui sont à traiter, à éliminer, qui peuvent venir agir en plus sur de façon opposée à ce qu'on souhaite. Et moi, je peux en témoigner, puisque quand je prenais des somnifères, je restais éveillée toute la nuit. Ça maintenait mon système nerveux dans un état de stress monstrueux. Donc vigilance par rapport à ça. Et moi, ce qui me trouble le plus, c'est que parfois, il y a ce constat-là, c'est-à-dire que les médicaments ne fonctionnent pas, et pour autant, on les prend tous les jours, semaine après semaine, mois après mois. C'est trop dommage, à un moment donné, il faut dire stop, ça marche pas, c'est ok, c'est vraiment qu'il me faut autre chose. Ensuite, il y a une autre raison, c'est le fait que lorsqu'on prend ce type de médicament, on se coupe de certains symptômes qui sont utiles à comprendre ce qui se passe pour nous et à remonter à la source du problème. Et puis pour peu que ça aide, en fait on n'est plus dans une démarche, ça vient couper notre démarche. Ok, ça va mieux, même si c'est pas parfait, on se dit ok, ça va mieux, sauf que ça va jamais mieux très 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 longtemps. Au bout d'un moment, c'est quelques semaines, c'est quelques mois, en fait on se retrouve dans la même situation et finalement on a juste perdu du temps parce qu'on a arrêté de chercher. On a eu l'impression que ça y est, on avait trouvé le truc magique, comme si c'était une baguette magique et que par miracle ça allait régler le souci. Mais non, en fait, un antidépresseur, un somnifère ou un anxiolytique ne règle absolument rien. Ça vient à un moment donné
se substituer à ce que le corps doit produire, ou alors masquer les symptômes. Et du coup, plutôt que d'être dans une démarche de comprendre ce qui a créé le trouble du sommeil en amont, eh bien on se retrouve juste à être dépendant d'un cachet qu'on prend. Alors là, dans le cadre de Pauline, et c'est pour ça que son message était très intéressant et que j'avais envie de rebondir dessus, c'est parce qu'elle me dit « Sans ça, je me serais jamais sortie du cercle vicieux dans lequel j'étais ». Et donc là, je vais revenir là-dessus. Donc là, Pauline nous explique qu'il y avait quelque chose qui, pour elle, et c'est probablement l'explication du médecin, qu'il y avait un déséquilibre au niveau sérotoninergique, ça ne permettait pas d'induire correctement peut-être la production de mélatonine. C'est pour ça que Pauline, vous me parlez du rythme circadien. Et puis effectivement, s'il y a un déséquilibre au niveau de la sérotonine, on se retrouve dans une sorte d'état dépressif, et si on prend des antidépresseurs, ça va mieux. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question de pourquoi ? Pourquoi d'un seul coup, subitement, le corps il dysfonctionne ? Pourquoi il se dit « Ok, non, là c'est bon, la sérotonine, j'en fais plus assez. J'en fais moins, Quelle est la raison ? Alors, il y a deux écoles. Réellement, il y a deux écoles. C'est-à-dire que soit on se dit que le corps, il peut, comme ça, subitement, dysfonctionner. C'est comme ça fait partie des paramètres de base, le postulat de départ, c'est que le corps, c'est aléatoire. Il peut, comme péter un câble à un moment donné, il dysfonctionne, ça va mal. Et puis il faut l'aider à se remettre un petit peu dans le droit chemin. Une autre possibilité, une autre philosophie, une autre école de pensée, à laquelle vraiment j'appartiens à 3000%, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a forcément une raison, qu'elle nous soit visible ou pas, qu'elle nous soit accessible ou pas, comme ça en première intention. Donc si à un moment donné, il y a un déséquilibre sérotoninergique, ça peut valoir le coup de se dire pourquoi et d'essayer de remonter à la cause. Et souvent, on retombe sur des choses que je vous ai déjà dites, bien évidemment. Je ne réinvente pas la roue, systématiquement. On est vraiment sur les mécanismes du vivant. Donc ça peut être au niveau du système digestif, si par exemple on ne vient pas assez assimiler de choses, ou alors si au niveau du microbiote intestinal c'est complètement déstabilisé, on ne produit pas assez de sérotonine. Alors, j'en ai déjà parlé, mais bien sûr que cette sérotonine produite au niveau du ventre ne passe pas, en tout cas n'est pas censée passer la barrière hémato-encéphalique au niveau du cerveau. On en produit aussi dans le cerveau, mais si le corps en manque cruellement partout dans le corps, eh bien forcément que ce qu'il va produire au niveau du cerveau, ce sera pas suffisant pour compenser. Donc on se retrouve dans les mêmes mécanismes. Et donc là, c'est intéressant de se dire, ok, je vais remonter à ça et je vais aller chercher encore plus loin. Quand on prend un antidépresseur dans ce type de situation, ça peut venir réguler ce qu'on cherche à réguler. En l'occurrence, là par exemple, le sommeil. Mais ça ne régule pas le pourquoi il y avait un déséquilibre et par exemple ce manque de production de sérotonine. Ça veut dire que ça, on le laisse sous silence, mais ça se rappellera à nous à un moment donné, peut-être sous une autre forme. Mais ça se rappellera à nous. Ou alors, on va devoir continuer avec des antidépresseurs pendant longtemps. Je dis pas forcément que c'est le cas 100% du temps. Et c'est pour ça que, à chaque fois dans mon discours, je nuance en disant, dans 99% des cas, ce n'est pas ce que je conseillerais. Effectivement, dans certaines situations, sur des événements qui vont être soit très traumatiques, soit vraiment quelque chose de très brutal, un accident, un deuil, quelque chose de très spécifique. Ça peut être vraiment trop pour le corps. Et là, il n'y a plus rien qui peut se mettre en place correctement. Le stress, les déséquilibres qu'il y a à l'intérieur sont d'un seul coup trop énormes que la capacité d'adaptation du corps est dépassée. Et alors, ça peut être intéressant d'avoir une béquille. Il peut y avoir des situations peut-être un petit peu plus simples dans la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas moins très impactantes. Je pense par exemple quand on doit, avec un bébé en bas âge, assumer son travail, sa famille, peut-être un déménagement, peut-être qu'à un moment donné, il faut une béquille, une aide pour sortir la tête de l'eau. À mon sens, on peut trouver cette aide ailleurs,
Mais si on choisit de trouver cette aide dans les médicaments, en tout cas, j'ai envie de dire un gros mais. Il faut pas que ce soit pour longtemps. En tout cas, pas en unique ressource. Il faut que ce soit couplé avec d'autres outils, d'autres démarches, mais visiblement, c'est ce que Pauline a fait. Alors on va prendre pendant quelques semaines cet antidépresseur pour ne citer que lui, mais ça peut être autre chose, pour essayer de retrouver un peu de ressources et ensuite venir s'occuper du reste, se renforcer ou faire diminuer la pression de l'environnement. Vous vous souvenez, je vous ai fait tout un podcast là-dessus qui pour moi vraiment est un podcast charnière, c'est un podcast clé que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait et qui permet de comprendre quel est notre levier d'action. Quels sont nos leviers d'action, puisqu'il y en a plusieurs, mais quelle est la philosophie avec laquelle on peut aborder notre trouble du sommeil, qui vraiment est très différente de « j'ai un problème, je prends une molécule ». Et pour moi, c'est vraiment sortir de ce schéma de pensée qui est porteur et qui permet d'avoir des solutions pérennes sur le long terme. En l'occurrence, pour vous parler de ce que je connais le mieux, à savoir mon parcours. Oui, sur le moment, ça m'a aidé. C'est-à-dire que grâce aux antidépresseurs, si je dois utiliser ce mot grâce, je dormais. Mais ça, c'était quand je me concentrais uniquement sur mon sommeil. Mais si je me concentre sur, alors déjà, sans parler même des effets secondaires, qui étaient vraiment nombreux en ce qui me concerne, mais si je me concentre sur la cause de mes troubles du sommeil que j'ai découvert après, bien après, mais ça n'avait absolument rien réglé. Au contraire, ça m'a fait croire que c'était le sommeil mon problème. Et que je pouvais le masquer, et que je pouvais, grâce à une molécule chimique, m'en sortir comme ça. Donc en fait, ça n'a fait que repousser ma réelle prise de conscience qui a été nécessaire et mon exploration complète de tous mes systèmes de mon corps pour aller plus loin et pour aujourd'hui mais être amie avec mon sommeil et d'avoir hâte d'aller me coucher le soir, d'être heureuse d'aller me coucher le soir. C'est ça qui a tout changé. C'est vraiment ce que je souhaite vous partager et vous transmettre sur le podcast. Vous pouvez très bien ne pas adhérer et adhérer à l'autre école du corps dysfonctionnant de façon aléatoire, du hasard. Et c'est ok, et c'est votre choix et j'ai rien à redire par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment pas ma philosophie. Ce n'est pas ce que j'ai constaté pour moi. Ce n'est pas ce que j'ai pu avoir comme témoignage. Ce n'est pas ce que je constate chez les personnes que je suis, que j'accompagne à tout niveau. Même dans mon entourage ou vraiment à tout niveau. Donc forcément, ça fait partie aujourd'hui de mes convictions, de mon postulat de départ. Et je vous invite à prendre tous ces éléments-là, à regarder comment fonctionne la santé de façon globale, sur quoi se base la physiologie, les lois du vivant, et à vous faire votre propre opinion. Mais j'ai souvent tendance à dire que, en fait, ça nous rattrape, c'est-à-dire que les lois du vivant, elles sont telles quelles, qu'on le veuille ou pas. Que vous soyez d'accord ou pas avec la notion de gravité, ça s'impose à vous. Si vous sautez du dernier étage d'une tour, que vous soyez d'accord ou non avec ça, vous allez vous écraser en bas. Enfin, vous allez être dans tous les cas attiré vers le bas. Qu'on soit d'accord avec les mécanismes du sommeil, avec ce dont a besoin votre système digestif, votre corps, le microbiote, les glandes surrénales, ce dont a besoin votre corps dans l'alimentation. On peut être d'accord ou pas, vouloir, c'est pas rigolo, ça correspond pas à ce que je souhaite, ça correspond pas à ce que j'aime, ça correspond pas à ce que je peux faire, à mon travail, la société, blablabla, c'est vrai. Mais n'empêche que ça s'impose à vous, et qu'à un moment donné, il y a des répercussions. Et moi, j'en paye le prix encore maintenant, du fait d'avoir été aussi aveugle pendant des années et des années, et pendant 30 ans de ma vie. J'en paye le prix encore aujourd'hui, alors que ça fait des années que j'ai changé mon hygiène alimentaire, mon hygiène de vie, mais parce que ça m'a pris un certain temps. Et pour le coup, je dois avouer que comme je me suis focalisée sur le sommeil parce que c'était vraiment là où c'était le plus urgent, eh bien, même si certaines choses sont encore aléatoires pour moi aujourd'hui, je pense à mon immunité par exemple, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres podcasts, eh bien pour le coup, le sommeil, il est là. Et donc, il me permet de voir les choses avec optimisme
et d'aller dans le bon sens et de façon le plus rapide possible. Mais c'est pas évident, il y a vraiment des choses qui mettent du temps à bouger. Et là vraiment au niveau de l'immunité, au niveau de mon microbiote intestinal et de toutes ces habitudes délétères que j'avais jusqu'à maintenant, oui, c'est sûr que ça prend du temps et que ça nécessite une attention de chaque instant. Et je ne voudrais pas masquer les symptômes que je peux avoir aujourd'hui en lien avec ça. Donc c'est vrai que même quand je tombe malade, eh bien j'observe. Où est-ce que je tombe malade? Quels sont les signaux qui reviennent le plus souvent? Et j'essaye d'être le moins interventionniste possible. Et je laisse mon corps faire. Et d'ailleurs, là où avant je mettais 1 semaine ou 10 jours pour récupérer, aujourd'hui il me faut 3 ou 4 jours. Donc j'observe que certes je tombe malade tout le temps, en tout cas assez souvent, beaucoup plus que de nombreuses personnes autour de moi. Mais pour autant, je remarque que ça va déjà mieux. Et je suis heureuse de ça. Et j'ai de la gratitude pour ça. Et je sais que je suis pas arrivée, mais est-ce qu'on peut vraiment être arrivé quelque part, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a du mieux qui peut encore être fait. Mais je suis quand même heureuse de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une très grande parenthèse là, mais c'est vraiment pour illustrer le fait qu'on est sur un chemin et qu'il faut juste être à l'écoute, entretenir de la gratitude par rapport à ce qui a déjà été fait et aux améliorations qu'on peut voir, et ensuite regarder vers l'avenir. Et donc pour reboucler avec ce sujet des médicaments, je pense que le fait de prendre des médicaments nous coupe de ces informations qui sont précieuses et nous donne d'une certaine façon de faux espoirs. Certaines situations peuvent le nécessiter, mais il faut que ça reste ponctuel. Et c'est pour expliquer mon propos, et je pense que c'est important de l'entendre parce que encore une fois, on est très très nombreux à avoir pris des médicaments, et je sais que vous êtes probablement nombreux aussi à en prendre aujourd'hui. Donc l'idée c'est pas de tout bazarder dans la poubelle, c'est de rendre ces médicaments le plus inutiles possible, parce que dans votre vie vous aurez fait tout plein d'autres choix qui feront que votre fonction sommeil elle peut se mettre en place correctement et chaque jour, chaque nuit plus exactement. Ça fait déjà un long podcast, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce question-réponse. Qui me permet à chaque fois bien sûr de développer des choses qui me semblent essentielles. Donc là j'avais vraiment sélectionné les questions, je n'ai pas appris dans un ordre chronologique avec juste les dernières, j'avais vraiment sélectionné certaines questions sur lesquelles j'avais envie de rebondir et qui permettaient de mettre des choses en avant qui me semblent essentielles en fait. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Je vous retrouve la semaine prochaine pour probablement une interview. Il y a beaucoup d'interviews en ce moment sur le podcast. Et je vois que les retours sont vraiment très positifs, donc tant mieux. Je me réjouis que tous ces échanges soient riches pour vous. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y aura d'autres questions-réponses là sur les mois qui arrivent. À très bientôt.